Voilà, alors bonsoir à ceux qui sont présents. On est très content de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de la médiathèque Émile Zola. On commence quasiment notre cycle de rencontres là, puisqu'on a commencé hier soir une rencontre avec Ali Zamir. Rassurez-vous, ils n'étaient pas plus nombreux. Donc voilà, on est quand même très content d'accueillir René pour son dernier livre, Les vivants au prix des morts. Mais avant de parler du livre, on va un peu parler de René. Je dis René parce que j'ai une petite familiarité maintenant, parce que j'ai passé une après-midi très, comment dire, très émotionnant, c'est pas le mot, mais parce que ça n'existe pas, mais c'est quand même ça, puisque j'ai eu la chance, il avait proposé d'aller voir les détenus de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, et il a passé 2h15 ou 2h30 à parler avec eux. Voilà. Alors on va parler un petit peu de cette expérience-là, mais je vais d'abord présenter le sacré bonhomme qui est René, parce que je crois qu'on peut parler d'un sacré bonhomme. Donc c'est un auteur confirmé, puisqu'il publie quand même depuis environ une dizaine d'années chez Sa Majesté Gallimard, quand même s'il maintenant, et avant il a publié chez De Noël, il a publié environ une quinzaine de livres, plus 4 livres pour enfants. Si je n'étais pas confirmé, l'amphi ne serait pas plein. Et c'est un auteur un peu inclassable, parce qu'il a écrit... Alors, il a écrit des romans noirs, il a écrit des romans policiers, des romans tout court, des textes, on ne sait pas. Et on ne sait pas très bien où il se situe. Vous allez le voir, et je pense qu'avec le dernier livre, c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est René. Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est le narrateur? Est-ce que c'est lui et quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Et je crois qu'il aime bien entretenir ce mystère-là. Alors, René, il n'y avait rien qui vous prédisposait quand même, avec votre enfance, votre scolarité ratée à Marseille, je crois qu'on peut le dire. Vous êtes né dans un quartier pauvre. On peut dire quand, c'était en 1947. Et rien vous prédisposait à devenir l'écrivain que vous êtes. Comment est-ce que l'enfant que vous étiez, il n'est pas allé beaucoup à l'école et il a un peu raté sa scolarité? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que cet après-midi, ça s'est bien passé entre les détenus et moi, et que j'y vais depuis 25 ans dans les prisons, parce que je ne leur fais pas peur, je donne confiance, ils ne voient pas arriver un monument de culture, ils voient arriver quelqu'un comme eux, qui a tout raté enfant, et je leur expliquais pourquoi j'ai tout raté. Je portais des lunettes, et à la maternelle, les enfants sont très tolérants, les enfants acceptent la différence. Et au CP, ils s'aperçoivent qu'on est différent. Et moi, j'avais des lunettes assez épaisses, j'étais très hypermétrope, et ils m'ont traité de 4 œils pendant 2-3 mois, 4 œils. Si j'avais eu la chance qu'il y ait dans cette classe un bossu, un tordu, un bègue, un chauve, n'importe quoi, ils n'auraient pas vu que j'avais 4 œils. Mais comme j'étais le seul à avoir cette différence, ils se sont moqués de moi. Et tous les matins, ils riaient en me voyant arriver avec mes gros verres, si bien que j'ai jeté mes lunettes dans une bouche d'égout 3 mois plus tard, et je suis retourné à l'école sans y voir. Et ça a été le drame de ma jeunesse. J'ai tout raté, parce que le mardi et le vendredi, il y avait lecture à haute voix, et le maître, l'année où on apprend à lire, et dans les classes suivantes, le mardi et le vendredi, on nous faisait lire, chacun son tour. Et moi, non seulement je perdais mes moyens, mais le peu de vue que j'avais se troublait, les caractères se troublaient, je n'y voyais plus rien, et le maître m'attrapait par l'oreille, me jetait dans le couloir, et j'ai été mis comme ça dans la marge très tôt. Le couloir d'une classe, c'est la marge. Eh bien, quand on a grandi dans un couloir, on reste toujours un peu marginaux, et c'est pour ça, sans doute, Michel, que ça s'est bien passé, comme ça se passe bien dans toutes les prisons où je vais, parce qu'ils sentent, ils reniflent en moi cette fragilité, cette marginalité. Je suis devenu écrivain, on se demande un peu comment et pourquoi, mais mes débuts dans la vie, c'était la rue de Marseille. J'ai pris peur de l'école, je n'allais pas au collège, je n'allais pas au lycée. Je me suis fait renvoyer de tous les collèges et lycées de Marseille parce que je n'y voyais pas. Mais dans la rue, j'étais bien, parce que dans la rue, il y a du soleil, il y a de la lumière, et j'ai tout regardé, j'ai tout vu. Je me suis rempli d'odeurs, je me suis rempli d'histoires. Je regardais les amoureux, je regardais les pêcheurs, je regardais les barques, et je crois que j'ai tout puisé sur ce port de Marseille, où j'ai vu tourner les saisons, tout seul, du matin au soir.
Et je suis devenu un menteur parce que je mentais à ma mère en disant que je sortais de l'école et je mentais aux professeurs en leur disant que j'avais été malade, j'inventais des maladies. Donc quand on a menti durant toute son enfance, on peut se coltiner avec les romans parce qu'il faut être un sacré menteur pour s'attaquer aux romans. Alors, cet après-midi, il y avait quelque chose de très particulier parce que, effectivement, il a passé son adolescence, on va dire, dans la rue, mais après, ça ne s'est pas tout à fait arrangé parce qu'il a été. Le service militaire, ça le branchait moyen, puis ça durait quand même 16 mois à cette époque-là. Donc, il a pris tout son temps pour rejoindre ces quartiers et tellement qu'il est arrivé avec 2 mois de retard. Et donc, à cette époque-là, ça ne se faisait pas. Et ça lui a valu quand même 6 mois de prison militaire. Et cette prison militaire, donc tous les détenus qui étaient là cet après-midi, les 26 qui étaient avec nous, savaient que René avait eu cette expérience de la prison. Alors, c'était une prison militaire, c'était il y a longtemps. Il y a eu aussi d'autres démêlés judiciaires un petit peu plus tard. Mais il savait qu'il y avait une espèce de... Il savait que René savait ce que c'était qu'une porte qui se ferme et qui ne se rouvre pas. Voilà. Il y avait cette communauté, là, moi j'ai senti ça cet après-midi, c'était vraiment très palpable et une expérience humaine vraiment très très enrichissante en ce qui me concerne bien sûr. Donc après ces 6 mois de prison militaire, vous avez la grande chance quand même, c'est grâce à cette prison militaire que vous rencontrez la littérature. Moi j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous avez rencontré la littérature en prison. Le 3e jour, alors c'était une prison très moyenâgeuse, comme on en faisait encore dans les années 60-70. C'était un fort militaire. Nous n'avions qu'une heure de promenade le matin dans une minuscule cour. Les cellules n'étaient pas chauffées et puis il n'y avait rien dans les cellules. Pas de télévision, pas de plaque chauffante, il n'y avait rien. Même les journaux étaient interdits. Nous avions quelques vieux livres. Et comme je n'avais toujours pas mes lunettes, j'avais pris une peur atroce de ces lunettes. Et l'aumônier m'a apporté un livre de Jean Genot parce qu'il avait vu sur mon numéro d'écrou que j'étais provençal. Donc Genot, et je lui ai dit, je n'y vois rien, encore moins ici que dehors, puisque la lucarne était minuscule et un filet de jour tombait dans ce cachot. Et il m'a apporté des lunettes que les détenus avaient laissées à l'infirmerie de la prison. J'ai essayé toutes ces lunettes, l'une d'elles était à peu près à ma vue, et brusquement, j'ai vu le curé plus gros, la cellule un peu plus grande, un peu plus de jour sur le livre, et j'ai lu Colline. C'est le premier livre que j'ai lu. Ça paraît incroyable pour quelqu'un, bien sûr, qui publie chez Gallimard. Premier livre à 19 ans, Colline, de Jean Genot, et à partir de là, j'ai tellement été ébloui par tout ce que je voyais dans ce livre que les jours suivants, j'ai demandé un livre par jour, et c'est comme si le directeur de la prison m'avait donné les clés de la prison. J'ouvrais un livre et la prison s'ouvrait. Je passais à travers les murs. Si un livre se passait en Afrique, j'étais en Afrique. Si c'était un roman sur la passion, j'étais dans les bras d'une femme. Si c'était des Inuits, j'étais dans les glaces. Chaque livre m'apportait un voyage différent. J'ai lu pendant 6 mois et je ne peux pas dire que j'ai souffert, à part du froid, parce que cette prison en hiver n'était pas chauffée, on se gelait, mais j'avais un livre dans les mains, j'étais heureux, je n'ai pas souffert dans cette prison, et j'ai eu la chance qu'il y avait dans cette prison un professeur de philosophie qui était lui objecteur de conscience, c'est-à-dire il refusait de porter les armes, un pacifiste, et dans la cour, il avait trouvé son élève, moi j'étais son unique élève, les autres étaient des délinquants, des voyous, des gens qui avaient cassé la gueule à un capitaine, il y en avait un qui avait volé un char d'assaut. Bon, nous étions entre délinquants et ce prof de philosophie. Et donc le prof m'a pris sous son aile et tous les matins nous tournions dans cette cour et il m'a parlé de Kant, de Marx, de Bergson, les mots que j'entendais pour la première fois. Et dès que je rentrais dans ma cellule, je notais tout ce que ce professeur m'avait dit. Voilà, j'avais un professeur pour moi tout seul, et ma première étude, ça a été la philosophie, mais la littérature, bien entendu, à travers les pages de Genot, j'ai découvert Alain, Propos sur le bonheur, Nietzsche, et puis, bien entendu, un jour, Céline. Ça a été, après Genot, je crois, la grande illumination. On avait le droit d'écrire comme Céline, et moi qui venais de la rue, lui venait du petit Paris, des banlieues, du petit Paris. Et je me suis dit, on a donc le droit d'écrire comme ça, d'employer des mots d'argot, de torturer la phrase, de la faire exploser
de mettre un subjonctif à côté d'un mot d'argot. J'ai trouvé ça magnifique. Et ces deux personnes, Céline et Giono, m'ont donné le courage d'écrire des poèmes d'abord. Donc d'abord des poèmes, et puis après cette prison militaire, je crois que vous voyagez dans plusieurs pays d'Europe parce que vous êtes encore considéré comme déserteur, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, on m'a mis dans un régiment disciplinaire et j'ai déserté quelques mois plus tard. Une nouvelle fois, je suis parti en Corse me cacher parce que mes grands-parents étaient corses et mon grand-père, quand il arrivait à Marseille, il me mettait sur ses genoux et il me racontait des histoires de bandits corses qui, une fois dans le maquis, sont devenus introuvables. Donc je suis parti, comme dans les histoires de mon grand-père. Mais je ne suis pas parti dans le maquis, je suis allé à Bastia, j'ai trouvé une place de 10 jockeys dans une boîte de nuit, et pendant 1 an et demi, j'ai fait danser les Bastiaises et les Bastiais, mais dans cette boîte de nuit, qui était tenue par un voyou, le patron m'a dit « Ne t'en fais pas, le commissaire vient boire son pastis tous les soirs, c'est toi qui vas lui servir son pastis. » Et donc, pendant 1 an et demi, j'ai offert le pastis au commissaire qui ne m'a jamais arrêté. Mais ça, c'est en Corse. C'est en Corse. Donc ensuite, il y a eu, alors ça paraît un peu étonnant, vous avez quand même, après ce grand voyage, ce grand tour, vous êtes revenu à Marseille où vous avez travaillé comme aide-soignant puis infirmier dans un hôpital psychiatrique. À ce moment-là, on peut imaginer, ça paraît difficile à imaginer aujourd'hui que quelqu'un qui a été déserteur, qui a été en prison, qui puisse se retrouver tranquillement dans un hôpital. Mais bon, ça a été votre cas, vous avez travaillé 10 ans comme ça. Et pendant ces 10 années, notamment quand vous étiez infirmier psychiatrique, il y a l'écriture, parce que la lecture est venue en prison, mais moi j'aimerais qu'on parle aussi maintenant de l'écriture. Comment est-ce qu'on arrive aux mots? Comment est-ce que la lecture c'est une chose, mais l'écriture c'est une autre? Comment est-ce que les mots sont venus? Si on est un grand lecteur, il n'y a pas de frontière entre la lecture et l'écriture. Les émotions que j'avais à la lecture de tous ces Céline, Giono, Camus, cette émotion que j'avais à lire ces gens, je l'avais aussi à tracer quelques mots, à bredouiller quelques mots sur mes cahiers. Et les infirmières se sont rendues compte que très très vite, je disparaissais. Je disparaissais parce qu'au bout de 4 ou 5 heures de travail, j'avais une telle envie de lire que je me planquais dans les cabinets. Alors je m'asseyais sur la cuvette, j'ouvrais mon roman d'Hemingway ou mes poèmes de Rimbaud, et j'avais besoin physique de lire, et les infirmières pensaient que j'étais malade. Alors elles tapaient à la porte en disant « Mais qu'est-ce que tu as encore mangé ?» Alors je faisais semblant d'être malade pour pouvoir lire dans les cabinets du pavillon 13 à l'hôpital. Et quand elles ont vu que je m'enfermais pour lire, elles m'ont dit « Mais tu n'as qu'à remplir le cahier de rapport, puisque tu aimes tellement les mots. » Elles n'aimaient pas trop écrire, donc je m'enfermais dans la pharmacie le soir, et pendant 1 heure, je remplissais le cahier de rapport, c'est-à-dire je racontais ma journée, toutes les contorsions de la folie. Si un schizophrène s'était jeté par la fenêtre, si un paranoïaque avait poursuivi la surveillante à coups de balai, je racontais toutes les anecdotes de la journée. Et tout ça pour séduire les 2 infirmières de nuit, parce que je trouvais beaucoup plus érotique de dire infirmière de nuit qu'infirmière de jour. C'est toujours la bonne raison de lire, d'écrire. C'est aussi pour séduire, il faut le dire. Hein. C'est la passion de lire et d'écrire. Mais moi qui ai toujours adoré les femmes, ça a été un moyen aussi d'aborder les femmes, de les séduire. Je ne ressemblais pas à Paul Newman quand j'avais 18 ans. Mais dès que j'ai commencé à parler de littérature, à écrire de la poésie, les femmes ont commencé à s'intéresser à moi. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen pour un homme. Aujourd'hui, je disais aux détenus, quand vous sortez, si vous êtes seul, inscrivez-vous dans un atelier de lecture, d'écriture, dans une chorale. Il n'y a que des nanas aujourd'hui qui sont dans des trucs. Il n'y a pas d'hommes. Donc, ce sont des viviers de femmes célibataires qui ont tous les âges. Il n'y a plus que les femmes qui lisent, qui chantent, qui dansent, qui font du théâtre. Donc, je leur ai tous dit, inscrivez-vous. Et je me suis rendu compte à cette époque-là que quand on écrivait et quand on lisait, eh bien les femmes sont attentives, elles le restent. Et donc pour séduire les 2 infirmières de nuit, je faisais tous les soirs ma rédaction d'1 heure, je racontais ce qui s'était passé dans la journée. Ça devait être ça s'appelle des transmissions hein, en termes hospitaliers. À mon avis, ça devait être beaucoup plus nourri et beaucoup plus intéressant qu'un cahier de transmission habituel, même destiné à des infirmières de nuit. Hein. Donc, la question par rapport donc, à la venue des mots, vous n'avez pas été formaté scolairement. Ça, c'est clair que, voilà, hein, puisqu'il a arrêté l'année de sa 3e, je crois. BEPC. Voilà. Et est-ce que le non-formatage scolaire, est-ce que du coup, ça, quand on a cet appétit de mots,
est-ce que c'est pas aidant de ne pas être formaté scolairement? C'est-à-dire que les bibliothécaires, au hasard, hein, il y en a plusieurs dans cette salle, les bibliothécaires, on lit des tonnes et des tonnes de livres. Sauf qu'avant que l'une d'entre nous, ou l'un d'entre nous, mais l'une, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup des femmes, se mettent à écrire, eh ben, il y en a très peu qui écrivent, parce qu'on est intimidé, non seulement par tout ce qu'on a lu, par tout ce qu'on sait, mais et vous, c'était pas le cas. Donc il y avait la lecture qui était venue donc dans la prison militaire, mais l'écriture, elle venait pas de, elle est venue, comment dire, elle est venue autrement. Le mot qu'on n'a pas encore prononcé et qui est le plus important, c'est l'émotion. Quand un livre ne me procurait aucune émotion, je l'abandonnais, même si on me disait c'est un chef-d'œuvre. Il y a des chefs-d'œuvre que je n'ai pas pu lire, je n'avais aucune émotion. Et quand un livre me procurait cette immense émotion, je le relisais plusieurs fois. Et je retrouvais chaque fois une émotion différente. Je me suis rendu compte qu'un grand livre, parmi tous les grands livres que j'ai lus, eh bien, c'est un livre que l'on peut relire 10 fois, à des moments différents de sa vie, et chaque fois on découvre un nouveau livre. Parce qu'un grand livre, il y a tellement de choses, tellement de beauté, tellement de mystère, tellement d'émotions, que quand vous relisez Voyage au bout de la nuit, ou L'étranger, ou 100 ans de solitude, ou l'histoire de Raskolnikov, Crime et châtiment, chaque fois vous relisez un livre différent. C'est ça un grand livre. Et quand j'ai pris la plume, j'essayais, en traçant des mots, de ressentir les mêmes émotions que lorsque je lisais. Et voilà ce que j'ai cherché dans mes livres, uniquement des émotions. Je me suis rendu compte que la grammaire était pour peu dans mon écriture et dans ma lecture. Je recherchais à produire cette émotion. Donc je descendais dans ce que j'appelle mes mers profondes. C'est ça la littérature, cette période un peu entre la nuit et le jour qui est en nous, ce qu'on appelle le subconscient, entre la conscience et l'inconscient. Et dans ce subconscient, c'est là qu'on attrape les mots les plus violents, les plus forts, les plus gorgés d'émotions, dans ce subconscient. Donc voilà, moi je me concentre longuement avant d'écrire le premier mot. Je reste parfois 2 heures devant un mur tout blanc, sans bouger. J'attends que quelque chose se passe sur le mur. Et là, je sais que j'atteins ce qu'on appelle les mers profondes et j'en ressors ce qui est le plus émouvant dans la vie. Non pas des sujets à la mode, non pas des choses que l'on voit sur les journaux ou dans Google, mais ce qu'il y a en moi de plus violent, de plus intime, de plus merveilleux aussi. Toute la beauté et l'horreur du monde. Ce que je suis, ce que nous sommes tous. Un monstre et puis quelqu'un de beau parfois. Alors tous vos livres, Pou au Prou, s'inspirent un peu de votre vie. Hein. Il y a beaucoup de la vie de René Frény, de cette vie d'écrivain atypique, hein, comme on vient de le voir. Mais très joliment, lorsque dans celui dont on va parler, hein, ne désespérez pas, Les vivants au prix des morts, vous dites au commissaire qui interroge le narrateur, qui interroge René, qui interroge on ne sait pas qui, et qui lui demande quelle est la part qu'il a prise dans l'aide qui a été apportée à un détenu qui s'est évadé, Kader. Et vous dites à ce moment-là, avec beaucoup de malice, vous dites, alors que je veux le citer très précisément, que vous n'êtes pas là vous êtes là pour écrire des livres et non pour les vivre. Oui. C'est ce que vous répondez au commissaire. Hein, c'est ce que le narrateur, répond au commissaire. Oui, mais il fait une réponse d'écrivain. L'écrivain, quand il écrit, il vit encore plus intensément que lorsqu'il vit dans la vie. Moi, j'ai raconté mon enfance, ma jeunesse, quelques passions, des voyages, mais j'ai l'impression de vivre plus intensément avec des mots. Mais c'est comme la lecture. Je regardais l'autre jour, en relisant Le Hussard sur le toit, un livre de Genot, je regardais l'automne. Il y avait dans la colline des taches rouges, il y avait de l'or, il y avait de la rouille, c'était très beau. Et quand je me replongeais dans le livre, c'était encore plus beau. Genot était en train de parler de l'automne, et quand je levais les yeux sur l'automne, bien, je trouvais que l'automne était pâle par rapport à ce que je lisais. Parce que Giono en disait. Oui, comme si la légende, quand on dit quand la légende est plus belle que la réalité, il faut imprimer la légende, eh bien le texte de Genot était encore plus mystérieux, plus ample. L'automne, j'avais l'impression d'entrer dans l'automne encore plus loin en lisant Genot qu'en le regardant. La réalité, ça n'a pas une grande importance pour l'écrivain. Ce qui est important, c'est cet écho qui est en nous, ces mers profondes, tout ce que l'on peut sortir de notre mémoire, de notre inconscient. Ce qu'on fait avec des mots nous amène beaucoup plus loin que les pas qu'on peut faire ou que les trains qu'on prend, que les avions, ce voyage intérieur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vérité.
La vérité, je ne la recherche pas. Ce qui m'intéresse, c'est le voyage intérieur. Et comme votre parcours atypique était un peu connu, que vous avez quand même commencé à publier en 1988, c'est ça? Le premier, c'était Sur les chemins noirs, qui a d'ailleurs eu le prix Populiste, un premier roman publié, premier roman un prix, c'est pas si mal. Et donc, ça finit par se savoir. Et en 1990, le ministère de la Culture lui demande d'aller animer des ateliers d'écriture. Alors, je crois que vous l'avez fait à Aix-en-Provence, à Luynes, au Baumettes, partout. Et pendant 20 ans, il a animé des ateliers d'écriture. Ce qui fait que des ateliers d'écriture, mais aussi des discussions avec les détenus, comme on a eu cet après-midi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça nourrit votre œuvre, que les détenus, ils avaient vraiment des choses à vous demander cet après-midi, mais on sent aussi que vous nourrissez de ce que vous ont apporté. Oui, parfois on me dit, mais il y a un côté un peu prêtre chez toi, tu vas apporter des mots, tu vas apporter un bon moment à des gens qui ont parfois tué, assassiné, découpé, qui ont fait des choses monstrueuses, tu vas leur apporter. Je dis, mais ils m'apportent énormément. J'ai l'impression que dans cette prison, dans ces prisons, j'avais commencé en 90 dans la vieille prison moyenâgeuse d'Avignon, qui est fermée aujourd'hui, Sainte-Anne, puis ensuite, comme vous l'avez dit, les Baumettes et partout. Mais je ramasse des mots que je ne trouve pas sur les trottoirs, ou dans les villes, parce que c'est un peu comme la psychanalyse à la prison. Quand une famille va au parloir, elle sait qu'elle a une demi-heure. Elle prépare toute la semaine ce qu'elle va dire au parloir. Parce qu'on a un peu comme en psychanalyse. On a un rendez-vous qui va être payant, donc qu'est-ce que je vais dire à mon analyste? Et la prison, c'est pareil. On trouve des mots qui n'existent pas dehors. Je vais là-bas et ils me disent des choses sur eux-mêmes, sur leurs crimes, sur leur monstruosité, un peu comme dans le roman de Dostoïevski. Dostoïevski est allé en prison, il en a ramassé des choses extraordinaires. Donc je vais chercher là-bas d'autres mots, d'autres histoires, un autre regard de moi-même. Et lorsque je me regarde le matin dans la glace, je ne vois que René Frény. Et lorsque je sors de prison, je me rends compte que je suis différent, que ça a soulevé en moi tout ce que nous avons dit, tous ces crimes que j'ai côtoyés, des choses que je n'aurais jamais rencontrées dehors. Et je l'avais dit chez Bunel, qui me demandait pourquoi j'allais en prison, et je lui ai dit, les juges essaient de trouver dans l'homme le criminel, j'essaie de trouver dans le criminel l'homme. Parce qu'ils me ressemblent et je leur ressemble, si je les écoute longuement, je me rends compte que j'ai eu moi-même pas mal de pulsions criminelles, et eux se rendent compte qu'ils ont des pulsions d'écriture, qu'ils ont envie, et il n'y a pas de mur entre nous. Entre le bien et le mal, entre eux et moi. Nous sommes dans les mots, dans l'émotion, et même nos crimes produisent des mots. Voilà, donc je pense qu'avant de parler du livre dont on va parler maintenant, Les vivants et les morts, c'était bien de vous faire rentrer un peu dans cette vie de René Frény, qui est quand même, de mon point de vue, indissociable de son travail d'écrivain. Donc, vous publiez les vivants au prix des morts. Alors déjà, je voudrais bien qu'on m'explique le titre, parce que les vivants au prix des morts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre qu'Antoine Gallimard a refusé. Il m'a dit non, le mot mort en littérature, on va faire peur à nos lecteurs. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je lui ai dit, j'ai grandi sur le Vieux-Port et j'ai entendu durant toute mon enfance, à midi pile, lorsque les 12 coups de midi tombaient du clocher des Accoules, qui est le plus vieux clocher de Marseille, les poissonnières se mettent à crier en chœur, les vivants au prix des morts. Elle parle du poisson. Et à partir de midi, elles vendent le poisson vivant au prix du poisson mort. Donc je trouvais, durant toute mon enfance, j'entendais ça. Et aujourd'hui, avec tous ces règlements de compte dans les quartiers nord, tous ces jeunes qui s'abattent pour être le parrain de la porte B, du bâtiment D, eh bien, il y a une confusion. Les touristes sur le port qui entendent ça et qui viennent de lire sur le journal les 3 morts qu'il y avait à Saint-Antoine ou à Saint-Gabriel, ils se disent, mais de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est les quartiers, les morts de cette nuit, ou c'est le poisson? Et quand j'ai expliqué ça à Antoine Gallimard, il m'a dit, ça, il faut le mettre en 4e de couverture, c'est fabuleux, et il a accepté le titre. Il est évident que quand on ne connaît pas la musique de ces mots, criés par les poissonnières, on peut se dire c'est morbide. Mais elles ont eu la malice de parler comme ça.
Voilà. Et donc, au début de ce livre, qui est paru il y a quelques mois, mais il n'y a pas longtemps, vous êtes dans une belle vie paisible. Vous vivez, enfin, vous, René, le narrateur, on ne sait pas, vivez à côté de Manosque, avec l'amour d'Isabelle. Isabelle, c'est l'institutrice des enfants de la maternelle. Vous décrivez merveilleusement la nature provençale. Et d'ailleurs, je vais vous en donner une petite illustration, parce que je dois vous dire que les pagnolades, moi, Pagnol, je ne le supporte pas comme écrivain. Ça se dit pas, c'est pas du tout politiquement correct, mais je ne le supporte pas. Eh bien, Giono d'abord, comme vous, Giono d'abord et René Frény maintenant m'ont vraiment réconcilié avec la description des paysages provençaux. Alors, pour que certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas lu René Frény, parce qu'il raconte sa vie, il raconte des choses dures, mais il raconte aussi... Voilà. C'est page 123. Est-ce que j'y suis? Ah non. 136. Mettez le micro. C'est bon, ça va aller. Il parle du printemps. Le printemps est arrivé cette nuit. Il vient de passer sur la ville. Il est partout. Sur les chemins, dans les collines, il bondit sur les pierres vertes des rivières, il entre dans chaque maison, se glisse dans tous les corps, fait éclater le sommeil, les rêves des jeunes filles, fait craquer les lourdes charpentes et grincer les murs. Le printemps est en train de soulever la terre. Le printemps est un barbare qui déchire les robes, s'engouffre dans les villes, saccage les citadelles de la raison. Le printemps est une cathédrale de feuillage et de désir qui surgit des ruines de l'hiver. Voilà, c'était un tout petit morceau. J'avais envie de faire entendre les mots de René Frény, parce que si on s'en tient à la quatrième de couverture, à ce qu'on peut dire, René Frény, l'écrivain dont le sujet c'est souvent la vie carcérale parce qu'il la connaît, et bien c'est pas que ça. René Frény, c'est un homme de mots, et c'est un homme de mots pour parler de la situation qu'il est en train de vivre, où il s'ennuie un petit peu. Il est au début, il dit je vais écrire un journal sur mes petits cahiers rouges. Il s'ennuie un petit peu. Et puis, à la page 31, le téléphone sonne. Et alors ? Oui, mais comme vous l'avez dit, moi ce qui m'intéresse, c'est la musique de chaque mot et surtout les mots assemblés d'une manière très personnelle. Chaque écrivain a cette manière, même si on n'a que 3 mots, eh bien un écrivain va les mettre dans un sens que l'autre n'aura pas mis et même il va transgresser la règle pour mettre comme personne n'aura pensé. Ce qui m'intéresse, c'est la musique qui sort de chaque mot. Voilà ce que vous avez lu, mais la poésie d'abord. Plus que l'histoire, la réalité, je vous l'ai dit, la vérité, ça ne m'intéresse pas, c'est la musique qui m'intéresse, la musicalité. Et là, j'avais décidé, parce qu'on m'avait offert un très beau cahier rouge, une copine, le 1er janvier, m'offre un cahier recouvert de cuir rouge. Et j'ai caressé ce cahier chez moi pendant 2 heures, parce qu'il était très doux, très sensuel, très beau, et sans m'en rendre compte, j'ai écrit 1er janvier, et j'ai commencé à parler de la lumière, du silence, de l'hiver, de la neige, des sangliers, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait autour de moi pour trouver cette musique-là. Et le 15 janvier, j'ai reçu ce coup de téléphone. C'est toujours comme ça que la vie m'a apporté des romans. C'était un détenu qui venait de s'évader, qui avait besoin d'un service, et j'ai reconnu sa voix. Il avait été mon élève pendant des années, et je lui ai rendu ce petit service de le cacher chez moi pendant quelques jours, alors que la police était à ses trousses. Et il m'a apporté un roman. Et je pense que le roman, c'est toujours comme ça qu'il m'est arrivé. Un jour, ton cœur s'emballe et tu t'aperçois que tu es très amoureux d'une femme qui vient de passer à proximité. Le lendemain, c'est la police qui débarque chez toi et qui te met les menottes. Mais tu ne sais pas du tout ce que tu vas écrire. Tu es dans la poésie, on est baigné par les mots. Et puis brusquement, la vie t'apporte un roman, une histoire. Mais l'histoire est secondaire par rapport à la musique des mots. C'est un peu, je prenais l'exemple d'un chat qui est sorti de la forêt au printemps. Moi, je suis chez ma copine qui est institutrice, qui a hérité de la ferme de ses parents, et elle me demande de l'entretenir un peu parce que c'est trop lourd pour elle. Donc je coupe des arbres, je plante, je ramasse des olives, et je suis souvent seul au bord de la colline. Et j'ai vu un petit chat blanc, minuscule, sortir de cette colline il y a 3 mois. Il est venu vers moi, il m'a regardé de loin, il était un peu sauvage, et chaque jour, il venait me voir travailler, puis il s'est approché, il s'est assis près de moi, je lui ai parlé. Et maintenant, il est toujours sur mon dos, dans mes bras. Le matin, il sort de la colline, il vient me voir,
Et tous les romans que j'ai écrits sont arrivés comme ce chat. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas les romans qu'on va écrire, ni les personnages. Ils vous arrivent, ils sortent de la forêt, ils sortent de la colline, comme ce chat. Et Kader m'a appelé. J'étais, moi, dans mon bain d'écriture, dans cette douceur, dans cette lumière. Je voulais faire un roman sur le silence et la lumière, sur les saisons. Et puis, ça a été le choc entre le silence de l'écriture et le fracas des balles, parce qu'un détenu comme lui qui s'évade, bien entendu, il traîne derrière lui des bruits de balles, du sang, des poursuites. Donc, il m'a amené le fracas de ce milieu-là. Mais ce qui m'intéresse, malgré ce fracas, c'est de continuer à parler du silence et de la lumière. Mais en tout cas, tous mes romans, c'est-à-dire l'anecdote, est toujours arrivée comme ce chat. Il sort un jour de la forêt et je m'aperçois que je suis devant un roman que je vais raconter. Mais c'est l'écriture qui est première. C'est clair, hein, enfin, ça se sent vraiment quand on le lit. C'est pour ça que je parle de romans un peu, enfin, d'écrivains difficiles à classer, parce qu'il y a effectivement une anecdote policière, hein, avec un suspense, c'est tout là. Il y a vraiment l'irruption de la vie de Kader dans la vie du narrateur. Elle est vraiment, je veux dire, elle chamboule tout. Elle chamboule tout, parce que le narrateur, René, l'auteur, on ne sait pas, prend quand même des risques considérables. Alors, bon, il vient de nous dire qu'il a aidé une fois un détenu en cavale, mais dans le livre, il y a le narrateur prend vraiment des risques très importants pour venir en aide à ce Kader. Et il le fait un peu à son corps défendant. C'est une espèce d'engrenage, hein, dans lequel c'est difficile de revenir en arrière. Et qu'est-ce qui fait que ce narrateur, qu'est-ce qui fait qu'il fait tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'il va jusqu'à remettre, bien sûr, son bonheur tranquille en cause, mais aussi sa vie, parce que derrière Kader, il y a un casse de bijoux, il y a des anciens complices, il y a tout un milieu qui, évidemment, n'a pas l'intention de laisser Kader tranquille. Ni Kader, ni peut-être même celui qui l'a aidé. Il y a deux réponses. D'une part, j'ai été arrêté plusieurs fois depuis 2004, j'ai fait pas mal de garde à vue, un juge m'a mis en examen pendant 10 ans, parce que j'avais cette grande proximité entre ces gens qui viennent dans mes ateliers d'écriture. J'ai fait écrire peut-être 200 personnes en 20 ans, par groupe de 10, de 12, mais quand ils restent pendant 3, 4, 5 ans dans l'atelier, je les retrouve tous les lundis, on passe 3 heures ensemble, on échange ce qu'on a de plus intime. Il n'y a pas cette frontière qu'il y a entre l'écrivain et les détenus. Nous sommes tous des hommes autour d'une table, et de quoi parlent des hommes, comme dans un bistrot? On parle de football, on parle de femmes, on parle de voyage, on se raconte des blagues, on parle comme dans un bistrot. J'apporte un peu de vrai café, parce que le café est interdit, c'est un excitant. Tout est autorisé, on leur donne la fiole, c'est-à-dire des médicaments pour les endormir, mais le café est un excitant. Alors les gardiens me disent, s'ils fument un pétard le soir, on s'en fout, ils s'endorment, le pétard, le shit, etc., l'herbe, ils s'endorment. S'ils ont bu 10 cafés dans la journée, ils se battent, ils nous insultent, ils nous agressent. Moi, j'amène un peu de vrai café pour l'arôme du café, pour cette atmosphère de café le matin, et on commence à parler, puis à écrire. Donc il y a cette proximité. Je ne vais pas là-bas comme un juge ou même comme un avocat pour savoir ce qu'ils ont fait, ça ne m'intéresse pas, et j'essaie de savoir ce qu'ils ont dans leur ventre. C'est ça qui est intéressant. Et ce qu'ils ont dans leur ventre, ce qu'ils ont de meilleur dans leur ventre, ce sont des mots, des souvenirs, c'est leur maman parfois. Et c'est le seul endroit, l'atelier d'écriture, où ils s'autorisent à pleurer. J'ai vu des grands détenus qui avaient tué 4-5 personnes, des grands voyous. Eh bien, ils pleuraient dans l'atelier d'écriture parce qu'ils avaient écrit le mot maman, où ils parlaient de leur fille, de leur bébé. Ils parlaient de la difficulté de voir la maman partir du parloir pour la dernière fois. Et puis, ils sont seuls. Eh bien, ils pleurent dans l'atelier alors qu'ils ne pleurent nulle part. Si tu pleures en prison, tu es très fragile, tu deviens une proie. En prison, il faut être craint, il ne faut pas être aimé, il faut être craint. Eh bien là, ils sont les uns devant les autres, ils pleurent à tour de rôle, et ils s'autorisent ça. Et je trouve ça profondément humain. Et il n'y a que les mots, il n'y a que la littérature, il n'y a que la parole pour arriver à casser cette armure qu'ils ont autour d'eux. Donc, quand quelqu'un, pendant 4 ou 5 ans, est venu dans l'atelier à partager ce moment, ce café, un biscuit, une confidence, parfois ils me font passer sous la table une lettre que je sors discrètement, que j'amène quelque part, que je poste. Ils ont confiance. Il y en a eu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, un détenu m'en a donné une à la prison de Magdalene. Donc voilà, c'est une histoire de
La loi, je ne sais pas trop où elle est, je pense que c'est une loi humaine. Il faut que ces gens-là sortent du territoire du crime pour entrer dans un territoire humain. Et j'ai rien trouvé de mieux que les mots et l'écriture pour les faire sortir de ce territoire du crime. Et donc chez René Frény, et c'est très sensible, notamment au début de ce dernier livre, dans les autres aussi, chez René Frény, il y a le calme, l'amour de la beauté, le dégoût de la violence, hein, on le sent, ça, vous n'avez pas envie de regarder la télévision où sans arrêt il est question de violence, ça ne vous intéresse pas. Mais je me demande, moi, s'il n'y a pas non plus une part d'ombre. Hein. Ça, c'est la part lumineuse, la beauté de la nature, l'amour, le calme. Mais s'il n'y a pas une part d'ombre, une espèce de fascination un peu pour le mal. Parce que quand même, votre nourriture, elle vient de là. Pour le mal... La fascination, ça ne veut pas dire, comment dire. Si, je crois que je garde le mot. Pour la transgression, ça rejoint, Michel, une de vos premières questions. Qu'est-ce qu'on peut écrire quand on n'est pas allé à l'école, où on trouve les mots, la syntaxe, la grammaire? C'est pas tellement ça que j'ai recherché dans les livres. Dans les livres que j'ai lus et dans les livres que j'ai écrits, je n'ai recherché que la transgression. Et si je regarde les auteurs que je lis et que je relis, le marquis de Sade, lui, il a tout transgressé, puisqu'on se sert de lui maintenant en psychiatrie pour toutes les formes de crimes et de psychopathologie. J'ai aimé Jean Genet, qui a été découvert sur un trottoir à l'âge de quelques jours, parce que lui, il a osé transgresser, sans doute parce qu'il n'avait pas de maman et de papa. Quand on a un père et une mère, on a tellement peur de les choquer qu'on se censure. On n'ose pas écrire. Lui, il a tout dit. Il est devenu homosexuel en prison, il est devenu clochard, il est devenu voleur, parce qu'il n'existait pas. Il a osé toutes les transgressions. Et c'est pour ça que j'adore Jean Genet, que j'adore Sade. Céline a transgressé la grammaire, je le disais. Il a bousculé la grammaire, il a fait l'amour avec la phrase. Il disait, écrire, c'est dégoupiller une grenade et la balancer sous la coupole de l'Académie française. Voilà Céline. Et moi, j'aime tous les transgressifs. Ces gens qui bousculent la loi, qui bousculent le langage, qui bousculent les académies. Voilà les gens qui m'intéressent. Et donc, quand j'ai lu pour la première fois Céline, je me suis dit, il raconte sa vie, ce type. Il est vraiment, il est fascinant. J'ai cru que Bardamu, c'était Céline. Après, on m'a dit, mais tu lis Céline, ce réactionnaire, antisémite, raciste. J'ai dit, mais je m'en fous de ce qu'il a été. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bardamu, c'est pas Céline. C'est l'œuvre, c'est le livre. J'ai cru longtemps que Bardamu, c'était Céline. Et puis ensuite, on m'a dit, mais non, pas du tout. Et je me suis rendu compte que l'écrivain n'avait aucune importance. Qui sait si Cervantes était de droite, de gauche, raciste? On s'en fout. C'est Don Quichotte qui nous intéresse. C'est la vie de Don Quichotte. Et quand je lis Meursault, l'histoire de Meursault, c'est Meursault qui m'intéresse dans l'étranger. C'est pas Camus. Même si Camus a été un type bien, on s'en fout de Camus. On s'en fout de Céline. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont créé. Et Kader, dans ce livre, il est sorti de moi comme si j'avais accouché de Kader. C'est-à-dire, quand vous dites la partie noire et sombre qui est en moi, mais c'est Kader. J'ai accouché de Kader, même s'il n'existait pas, j'aurais inventé. C'est ma partie obscure, ma partie criminelle. C'est cet être qui fuit sur une moto, en cavale, qui va abattre les gens. Eh bien, c'est mon double, comme Bardamu est le double de Céline, comme Raskolnikov est le double de Dostoïevski. On a tous en nous des doubles. Parfois, ces doubles sont beaucoup plus beaux que nous, et parfois, ils sont beaucoup plus sombres. Voilà ce qui sort de nous-mêmes quand on commence à écrire, parce que je ne suis jamais allé aussi loin que dans l'écriture. Voilà. Je crois que c'est Giono qui disait « Là où je vais, personne n'ira, personne n'est jamais allé, personne ne va. J'y vais seul, le pays est vierge et il s'efface derrière mes pas. » L'écriture, c'est là où on est le seul à aller et on va beaucoup plus loin que quand on prend des trains, des avions ou quand on parle dans la rue. L'écriture, cette solitude qui vous amène on ne sait pas où, mais vous entrez dans des forêts profondes et vous perdez. Moi, je ne me suis perdu que dans l'écriture, en lisant et en écrivant, mais j'ai rencontré ces personnages très sombres qui sont en moi, mais que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu quand je me parle. Je me parle en conduisant, quand je marche, voilà, je me fais des reproches. Et pourquoi tu as dit ça? Pourquoi mais je reste à la surface des choses. Et en écrivant, je découvre des personnages qui sont en moi et que je n'avais jamais vus. Alors, comme le monde carcéral, vous le connaissez bien,
par l'intermédiaire de Kader, vous en faites vraiment un portrait assez terrifiant. Hein. Je veux dire, la prison, c'est l'école de la haine. Hein. Et alors, au passage, il tord le cou à une idée reçue, très répandue, donc je trouve que c'est bien de le dire. En fait, en tout cas, dans les prisons marseillaises, il n'y a pas de salafistes, par exemple. Hein. La radicalisation en prison, d'après ce que dit Kader, d'après ce que dit, voilà, ça n'existe pas. Il en a rencontré 3. Enfin, je crois que vous dites que vous en avez rencontré très peu dans votre parcours commun avec certains détenus. Et vous dénoncez vraiment les conditions de la vie carcérale, l'enfermement, la porte qui ne se rouvre pas. Et c'est vraiment... pour nous, lecteurs qui ne connaissons pas ce monde-là, alors bien sûr, on a vu des films, on a vu, bien sûr, on a une fantasmagorie qui correspond à ce qu'est la prison. Elle a été un peu, en ce qui me concerne, battue en brèche cet après-midi. Hein. J'ai remis un peu les pendules à l'heure. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment... On rentre là de l'intérieur. Et ça fait... c'est aussi un des intérêts de ce livre et des autres. Hein, c'est qu'on rentre là dans ce monde où ils sont privés de liberté et de tout ce qui va avec. Oui, un mot, si vous voulez, sur le salafisme. Je n'en ai jamais rencontré à Marseille parce que le maillage des voyous, il y a tellement de voyous au mètre carré à Marseille qu'ils ne laissent pas les salafistes empiéter sur leur territoire. Parce que le banditisme, ça fonctionne comme la société capitaliste. Les grandes surfaces font la guerre entre elles, etc. C'est une guerre de surface et de territoire. Et les voyous, pour leurs boîtes de nuit, leurs machines à sous, ont des guerres de territoire. Et lorsque les salafistes s'introduisent dans les quartiers ou en prison, la police est là tout de suite. Actuellement, les quelques flics que je connais, ils sont de plus en plus nombreux à écrire des polars, et bien que je côtoie, me disent 80% de notre énergie passe à la lutte contre le terrorisme et le salafisme, et les voyous, ils ont de beaux jours devant eux, parce qu'on les oublie complètement. Parce que la politique en France, bien sûr, on a peur, c'est de lutter avant tout contre le terrorisme. Et donc, au Beaumet, je n'ai jamais rencontré de salafistes, parce que les voyous leur disent, tu vas te raser tout de suite, on ne veut pas te voir, parce que laisse-nous faire nos petits trafics tranquilles avec les gardiens. Dès qu'il y a un salafiste, il y a tout un tas de flics qui débarquent, et dans les quartiers nord, c'est pareil. Donc même les Arabes, les Maghrébins disent pas de salafistes, laissez-nous vendre notre cocaïne, notre shit, parce que ça nous permet de vivre. Vous, avec vos vierges et vos prières, vous nous amenez que des flics. Donc voilà pourquoi, mais à Marseille, de toute façon, les Russes ne sont pas arrivés, les voyous, alors qu'à Nice, il y en a, à Paris, il y en a, il y a des Albanais, il y a des Yougos, il y a des Russes, mais à Marseille, il y a tellement de voyous corses et marseillais qu'il n'y a pas la place ni pour les terroristes, ni pour les voyous qui arrivent de Russie ou d'ailleurs. Et ça, je ne dis pas que c'est un avantage, parce que dire qu'il y a tellement de voyous que c'est bien, mais c'est la conclusion que j'en tire. À Molenbeek, en Belgique, ça avait pété parce qu'il y avait très peu de voyous. Donc les salafistes se sont emparés du quartier. Et là où il y a des voyous, il y a beaucoup moins de barbus. Ben, on est content qu'il n'y ait pas de barbus à Marseille. Hein. S'il pouvait y en avoir aussi, s'il pouvait ne pas y en avoir ailleurs, ça serait bien aussi. Hein. Alors évidemment, quand on lit le livre, et je vous assure que c'est un livre, il y a aussi du suspense quand même. Donc même si, comme dit René, l'anecdote est pour lui secondaire, pour nous lecteurs, elle ne l'est pas, hein, parce qu'on est vraiment, on est dans sa langue, mais aussi dans cette histoire qui est un peu haletante quand même. On se demande, est-ce que Isabelle, elle va prendre conscience que René lui ment, hein, que le narrateur lui ment. Est-ce que les voitures qui stationnent au bout d'un certain temps, est-ce que c'est la police, est-ce que ce sont des malfrats? Donc on est vraiment dans le... Il y a quand même un côté suspense, hein, c'est-à-dire qu'on commence le livre et on arrête quand on a fini, hein, parce qu'il y a ce côté, on se demande jusqu'où va aller Kader dans sa cavale et jusqu'où va aller le narrateur dans le fait qu'il l'aide et quelles vont être les conséquences sur sa vie. Alors, on ne les dira pas. Hein, il faudra lire le livre. Et en tout cas, c'est vraiment... Moi, je voulais vous le dire quand même, parce que là, on parle beaucoup d'écriture, mais c'est quand même un roman... Voilà, on arrête quand on a fini, parce que il y a une espèce, c'est un peu haletant quand même ce rythme. Et d'autant qu'il y a en contrepoint, il y a donc la cavale de Kader, il y a les bijoux, il y a le fils de Kader, il y a beaucoup de choses dans le roman. Mais en même temps, il y a aussi, il revient dans sa vallée, il est avec Isabelle, il regarde les oiseaux sur la branche. Il y a tout ça en même temps. Donc, on est pris dans ce double, dans cette double lecture.
les paysages provençaux, la vie tranquille et paisible du narrateur, et puis tout ce qui vient de lui tomber sur la tête avec le coup de téléphone de Kader. Donc, je voulais quand même vous dire ça parce que c'est vraiment un roman à suspense. Alors, juste pour terminer, je sais que vous n'animez plus d'ateliers d'écriture comme vous le faisiez avant, mais je crois que vous continuez d'une certaine manière à faire qu'il y ait des ateliers d'écriture en prison. Oui, j'ai créé cette année des ateliers d'écriture dans plusieurs prisons. C'est-à-dire que des copines m'appellent et me disent « je vais prendre la retraite ». Ça m'angoisse un peu, elles sont souvent profs de lettres. Et elles me disent… Vous avez remarqué, c'est des copines. Hein. Des copines, beaucoup de copines, oui. Oui, parce que les lectrices sont des copines, les bibliothèques sont des copines. Il y a très peu, je le disais tout à l'heure, il y a très peu d'hommes dans ce monde des lettres, de la lecture. Alors là, je ne sais pas, je n'ai pas encore bien compté. Non, il y en a très peu, aussi. Et encore que la proportion, là, elle est… vous êtes peu nombreux, mais il y a quelques hommes. Mais je me trouve souvent en face d'un public à 90% féminin. Qu'est-ce que vous m'aviez dit pour que je dise ça? J'ai perdu ma question. Moi aussi. C'est les copines qui… oui, les nouveaux ateliers d'écriture. Oui, donc c'est des copines qui prennent leur retraite, souvent du lycée ou du collège, qui me disent « mais ce que tu fais, c'est intéressant ». Donc, j'y vais une fois ou deux dans une prison. Cette année, je suis à la prison de Nice, chez les femmes. Et donc, j'ai amené une femme. J'ai créé un atelier d'écriture à la prison d'Éton, à côté de Chambéry. Je vais dans les prisons avec une copine qui prend sa retraite. Et puis, c'est une manière de prendre en douceur la retraite. Elle va toutes les semaines, comme je l'ai fait pendant des années. Je lui montre tout simplement comment on fait pendant 2-3 séances. La manière de donner confiance. Voilà, le maître mot, c'est la confiance. Ces gens qui ont eu peur de l'école, qui ont fait comme moi, qui ont fui l'école, qui se sont fait virer de partout et qui sont devenus des voleurs, des criminels, parce qu'ils avaient eu peur de l'école, comment arriver devant eux sans tout de suite sortir un dictionnaire, sortir des mots savants, mais avant de sortir un cahier ou un stylo, parler de foot, parler de femmes, parler de tout sauf d'écriture. Et moi, j'ai attendu, dans la vieille prison d'Avignon où j'avais commencé, qu'ils me demandent « Mais alors, tu es écrivain, qu'est-ce que c'est que l'écriture ? Parlons un peu de littérature. » Je n'avais jamais prononcé ce mot. Et c'est eux qui me l'ont demandé. Il faut d'abord rassurer ces gens-là. Et quand la confiance est installée, alors là, on peut commencer à parler d'écriture, des mots, des cahiers et des romans. Donc, je leur montre comment on fait, comment on apprivoise ce public très difficile, qui a peur des mots. Et puis ensuite, elles y vont. Et toutes mes copines qui vont dans les prisons, elles apprennent 1000 choses qu'elles n'ont pas appris dans les lycées. Elles apprennent justement un autre versant de l'humanité, ce côté obscur, le côté Kader qui est en chacun de nous. Et mes copines, elles y retournent en disant « Mais je découvre en moi des choses que je n'avais jamais découvertes avant ». En parlant avec eux, en les faisant écrire, tout ce que… voilà, c'est pour ça que j'anime et je continue à créer des ateliers, non seulement parce que c'est absolument nécessaire, je leur dis posez vos calibres et prenez un stylo, mais les femmes qui y vont, elles me disent on découvre d'autres personnalités en nous. Là, vous l'avez répété plusieurs fois cet après-midi, hein, posez les calibres, prenez des stylos. Et c'est vrai que je l'ai vu faire cet après-midi. J'ai vu comment il pouvait inspirer confiance. On a commencé comme ça, une petite conversation, hein, à bâton rompu avec eux. Il a dit qui il était. Hein, et les questions, au départ, c'était des questions un peu écrites. Ils avaient préparé, là, parce que la venue de René, c'était un grand événement hein, aujourd'hui. Et ils avaient préparé des questions. Certaines étaient écrites. Et puis après, ils ont arrêté de les lire. Après, ils ont parlé beaucoup plus simplement en posant des questions. Mais il y a une histoire que je raconte souvent parce que c'est peut-être la plus belle et qui résume tout ce que nous avons dit. C'est un exemple de ces détenus métamorphosés par les mots. Je le raconte. C'est un détenu de 20 ans qui arrive un jour au bâtiment D où je travaille au Baumette. Il s'assoit, il me dit « Je suis illettré, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais j'ai appris que vous aviez du café. J'ai envie de boire un café. » Et je lui dis, tu n'as qu'à rester, bois ton café. Et il revient chaque lundi pour le café. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il s'intéresse à rien, mais il écoute. Et je sens dans ses yeux une haine, une violence. Il a 20 ans, je sais qu'il vient d'être condamné à 20 ans de prison, c'est tout ce que je sais de lui. Et une semaine après, Hélène, l'assistante sociale, me dit, je suis content que Polo soit venu dans ton atelier, parce que c'est une bête féroce, mais je sens qu'il y a quelque chose qui demande à exploser chez lui, une forme de sensibilité. Il est intelligent, mais c'est un bloc de haine. Et elle me raconte son histoire.
Et elle me dit, il habitait au Plandow avec sa mère, et quand il était petit, un matin, la maman était en train de coiffer la grande sœur, le petit Polo braillait, la maman va préparer un biberon, et pendant ce temps, la sœur se penche, bascule et s'écrase 12 étages plus bas. Elle meurt. Et la mère pète les plombs et se met à torturer le petit Polo, qui a 2 ans. Elle le brûle avec la cigarette, on lui enlève, on le place, bref. Un enfant de 2 ans torturé par sa propre maman. Une maman qui devrait, comme la mienne, le protéger, l'aimer, elle le brûle et elle l'insulte, le rendant responsable. Donc il est déjà à 2 ans un criminel. Il grandit dans cet état d'esprit. Et à 15 ans, bien entendu, première incarcération, puis seconde, il tire sur la police, il prend 20 ans. Et quelques jours plus tard, je me trouve, un peu comme ce soir, dans une médiathèque, la médiathèque du Merlan, à Marseille. Et je raconte cette histoire, parce qu'on m'avait demandé, mais qui sont ces gens qui viennent? J'ai dit, il y a aussi des illettrés complets, comme Polo. Et je raconte l'histoire de Polo. À la fin de la séance, une jeune femme de 22-23 ans vient vers moi et me dit j'ai été très touché par ce garçon, Polo, j'aimerais bien lui envoyer une lettre que vous lui liriez. Et je donne l'adresse de Polo, 3e étage, bâtiment D, Baumette. Et quand j'arrive, le lundi suivant, Polo avait une carte postale, comme ça, un peu bucolique, et quelques mots qu'il savait par cœur, parce que toute la détention lui avait lu. Et, mais pourquoi tu lui as donné mon adresse? Qui est-ce? Et je lui ai dit simplement, c'est la plus belle femme de Marseille. Elle a 22-23 ans, elle est belle comme le jour et la nuit, c'est la plus belle femme de Marseille. Et toutes les semaines, elle lui écrivait un petit mot, elle avait été touchée par ce que j'en avais dit, et il me faisait lire cette lettre, les lettres étaient de plus en plus longues, il les connaissait par cœur, et un jour je me suis rendu compte que quelque chose se passait en lui qu'il n'avait jamais ressenti, que son armure se fissurait, que quelque chose de profondément humain, tendre, qu'il n'avait jamais ressenti, parce que jusque-là, les femmes, c'est comme les fourgons, on les prenait au passage, violemment, il n'y avait aucun sentiment. Pour la première fois, il était troublé par ce sentiment qu'on appelle l'amour, la tendresse, ce que sa mère ne lui avait pas procuré. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu vas aller voir l'instituteur, tu vas apprendre l'alphabet, je ne peux pas t'écrire tes réponses toute ta vie, je ne suis pas une secrétaire. Donc il s'est inscrit, il venait à l'atelier, il allait voir l'instit, et en 6 mois, il a appris à écrire à peu près. Il faisait des lettres, je lui corrigeais, il les envoyait, il recevait. En 1 an et demi, il s'est mis à lire tout ce que nous lisons. On a parlé de Camus, de Céline, eh bien il lisait tout ça. En 1 an et demi, il a appris à lire et à écrire, et un jour il m'a dit, elle est venue me voir au parloir, on a décidé de se marier, est-ce que tu acceptes d'être notre témoin? Et ça a métamorphosé la vie de cet homme, qui serait aujourd'hui peut-être un serial killer, en tout cas un barbare. Eh bien, elle l'a amené, grâce à ces lettres qu'elle envoyait par-dessus le mur. Parfois, c'est moi-même qui prenais les réponses et qui les ramenais à Marseille, pour qu'elle soit un peu vierge du regard des gardiens. Eh bien, cet homme a été métamorphosé par l'écriture d'une femme, la sensibilité d'une femme. Voilà ce que nous apportons dans les prisons, un peu d'humanité, un peu de tendresse, une manière de métamorphoser ces gens-là. On ne naît pas monstrueux, personne ne naît criminel. On le devient, comme Polo, selon les événements de la vie, mais on peut devenir aussi un écrivain, un instituteur. Voilà. C'est uniquement le déterminisme qui fait que l'on devient écrivain ou assassin. Mais le déterminisme peut se renverser par une simple rencontre. Je pense que c'est sur cette très très belle histoire qu'on va s'arrêter tous les deux. C'est très émouvant ce que vous venez de nous raconter. Et la parole est à ceux qui sont là et qui ont peut-être envie de poser des questions à René sur ce livre-là ou sur les autres ou sur ce qu'il est, sur son rapport avec les mots ou la nature ou que sais-je.